Voilà exactement 200 ans que le Galtorine tomba et marqua le début du calendrier commun. Des colons elfes et nains survivants de la fin de l'Empire sont arrivés en Lurbarie dès les premières années. Il y a 20 ans s'acheva la guerre du Kyros contre les peuples du Septentrion, avec le couronnement de la reine Frith Sara Willerm sur le trône de Razrovik. La souveraine a travaillé avec ses voisins pour améliorer le quotidien difficile de son peuple. Entre les raids vicarites sur la côte et les mauvaises récoltes, vivre à cette époque n'était pas aisé. Mais malheureusement, et malgré les épreuves affrontées par les Lurbariens au cours des 2 derniers siècles, ils n'étaient pas au bout de leur peine. Cette année de l'an 200, donc, marque l'élévation d'une nouvelle suzeraine, mais pas en Lurbarie. C'est de l'autre côté de la mer Itorienne qu'Iselia Perle Noire trancha la tête de son dernier rival et prit la tête de l'Empire d'Éonel. Les elfes noirs ont de nouveau une chef puissante et charismatique, emplie de magie, rusée et habile au combat. Les elfes du Déonel ont également dû fuir Euriac au moment de la chute du Galtorine, mais là où ils sont arrivés, tout n'est que ténèbres et orages. Les tempêtes de neige sont fréquentes toute l'année et ils doivent se battre contre les hommes du Vicari qui, malgré leur division clanique, sont une menace permanente. Sans parler des abominations qui surgissent des montagnes et des plaines hantées au nord-est. Des Tiflins au sang mêlé à Torios, le dieu démon de la tyrannie, sont toutefois acceptés dans leur société. Ils arpentent terre et mer pour agrandir l'armée d'esclaves des elfes du Déonel qui rachètent leur prise. Avec Iselia sur le trône, l'empire du Déonel et ses alliés allaient ébranler ce début de siècle. Une flotte de 400 navires et près de 200 000 guerriers prirent le large en direction de l'ouest en hiver 201. L'empire du Déonel allait frapper la Lurbarie. Il ne s'agissait plus de venger la perte de Rosboros, ancienne Razrovik, quand Tolbar, premier roi du Nord, avait libéré les humains, mais de soumettre entièrement cette région du monde et de déplacer massivement les elfes noirs sur le continent. Le temps des demi-mesures était révolu. Les opposants à ce projet avaient déjà tous disparu. Les Lurbariens n'ont aucune idée de ce qui se trame de l'autre côté de la mer. Depuis Tolbar, les îles itoriennes sont peuplées de quelques villages de pêcheurs vivant en toute indépendance. De temps en temps, ils doivent repousser un drakkar vicarite ou 2, mais dans l'ensemble, la vie est simple. C'est alors que les premières voiles noires inondent l'horizon, avec à leur tête une armée de vouivres dirigée par le dragon noir Apokar, le purgateur d'Iselia Perle Noire. L'orage de la guerre et des massacres avait commencé. Les quelques survivants voguèrent en direction de l'ouest, mais Iselia avait provoqué de nombreuses tempêtes entre la cité de Razrovik et les îles itoriennes. De nombreux navires de réfugiés s'échouèrent. Des familles entières sont retrouvées le long des plages sans que personne ne comprenne quel danger les a forcés à un tel voyage. Certains s'en félicitent, bien heureux que de nouveaux colons ne viennent pas s'installer chez eux. Le royaume avait déjà bien des problèmes, et il percevait cette arrivée massive comme une source d'ennuis supplémentaires. La reine Frith n'était pas de cet avis. Elle ne s'arrêta pas au simple fait que les gens voulaient rejoindre son pays, mais surtout en connaître la raison. Un soir de pluie, la tempête s'arrêta. Mauvaise nouvelle en réalité. Car nappés dans les ténèbres de brume, plusieurs milliers d'elfes noirs débarquèrent à quelques jours au nord de Razrovik, guidés par des pirates vicarites et soutenus par des mages tiflins et autres créatures abominables. Glak, le nuiteux, un petit gobelin blanc des montagnes, longeait la côte à ce moment-là. Il aperçut les elfes et prit peur, alertant son ami Zigael Fieri, une demi-orque du Kyros. Ces derniers avaient deviné les intentions des elfes noirs. Il fallait prévenir le royaume orque du Kyros dans les montagnes, mais également les humains de Razrovik. La reine Frith avait tissé des liens avec les orques et les gobelins, et un échange culturel avait débuté il y a des années. Que faire? Glak savait que, malgré la bonne volonté de la reine humaine aux cheveux de feu, il ne serait pas écouté de par sa nature gobeline. C'est donc en toute logique qu'il agrippa son loup et partit en direction des pics enneigés, tandis que Zigael courut en direction des portes de la cité. Effectivement, l'alerte fut donnée. Je vous passe le moment difficile qu'a dû subir la jeune demi-orque devant les actes répugnants de quelques humains rancuniers de la guerre et bercés de clichés racistes depuis l'enfance sur la nature de leurs cousins éloignés.
mais Fritz Sarah Wilhelm fut prévenu et la demi-orque y survit. Il était évident pour tous que la ville n'avait pas les moyens de résister à un siège, trop peu nombreux, moins bien armés et sans moyen d'obtenir des renforts à temps. La situation de quasi-famine régnait déjà sur le pays. Le siège serait le coup de grâce pour le peuple. À contre-cœur, la ville fut évacuée en direction de l'ouest vers Valognes, et des messagers furent envoyés aux 4 coins de la Lurbarie. Quand la ville fut mise à sac, une semaine plus tard, la plupart des Razorvicois avaient déjà pris la route. L'occupation de Razorvik par les elfes noirs est un véritable coup de tonnerre dans la communauté lurbarienne. Les nains, les elfes sylves, les humains, les Icarites et même les colons des cités franches, tous étaient concernés de près ou de loin par ce qui se passait au nord. C'est bien simple, soit on laisse les Nordiques se débrouiller seuls, et on devra alors compter sur une présence elfe noire sur la côte pour longtemps, soit on s'en débarrasse et on restaure les héritiers de Tolbar sur le trône. Évident ? Non, malheureusement les choses ne sont pas aussi simples. Pour la reine Fride, l'intervention des puissances étrangères dont les relations étaient au mieux amicales leur donnerait une légitimité pour lui demander des compensations, des dettes d'honneur ou des faveurs, et ses craintes se révélèrent fondées. Le roi Jacor d'Icolton proposa un marché, l'union de leurs maisons et de leur royaume, pour la formation d'un nouvel État nordique, regroupant toutes les communautés humaines, en échange de la reconquête rapide de Razorvik, comme à l'époque de Tolbar. Fride était dos au mur, mais ne se laissa pas faire. Maline, elle demanda de l'aide aux nains. Le roi Noral Kodivan de Khazrak avait tout intérêt à aider la reine, car la formation au nord de ses frontières d'une union puissante n'était pas dans ses intérêts. Et les frictions aux frontières grandissaient au fur et à mesure que des populations s'installaient dans les campagnes entre le royaume de Khazrak et celui d'Icolton. En échange d'une intervention naine, le roi Noralk fit une demande légitime aux yeux de son peuple et de son histoire. La restitution de la mine de Faorsen, première capitale de son peuple en Lurbarie. Fride était de nouveau coincé entre le marteau des hommes et l'enclume des nains. La demande des Khazrakis la mettrait en conflit direct avec son peuple qui troque une part de leur territoire aux elfes noirs en échange de la même chose au profit des nains. Et entre tout ça, un mariage politique et la création d'un nouvel État nordique avec tout ce que cela implique pour l'indépendance nationale et son propre pouvoir. Cette demande fit grincer des dents le roi Jacor d'Icolton, qui ferma les frontières aux nains pour interdire toute intervention de sa part. Noralk répondit par la préparation de ses armées s'il le juge nécessaire. Et pendant ce temps, l'impératrice Iselia Perle Noire rassemble ses armées à Razorvik, renommée bientôt Orosboros par les elfes, et débarque sans résistance sur les côtes. Au sud, la position du royaume de Khazrak affecta également ses premiers alliés, les Icarites, qui, eux, avaient autant d'intérêt dans le nord, étant donné qu'ils partagent la frontière autant avec Razorvik que les nains. Odéas représentait la seule porte entre le nord et le sud, ce qui, en d'autres termes, n'était pas du goût des conservateurs du Zikar, la cité restant farouchement indépendante. Pire, depuis la fin de la guerre contre le seigneur Émeraude, une organisation d'Azimar avait pris pied partout en Lurbarie depuis Odéas. Et comme l'Ordo Celestia ne répondait qu'aux dieux blancs comme Skritos, qui allait la ramener si les paladins et les inquisiteurs demandaient le droit de patrouille sur les terres de chacun? Vous trouvez que c'est incompréhensible? Non, mais attendez, ce n'est pas terminé. De leur côté, les cités franches surveillaient le nord sans trop s'en soucier pour le moment. Il est vrai qu'un conflit qui entraînerait toutes les nations nordiques, et notamment Khazrak et Zikar, porterait un coup à l'économie locale, qui souffrait encore de l'invasion des Yuan-ti. À défaut d'une aide officielle, aventuriers et mercenaires se pressèrent sur les routes et les navires pour se vendre au plus offrant, toutes cités confondues. De leur côté, les elfes du Mindol étaient eux aussi pris entre deux feux. Alliés des nains, leur éternel confrère, avec qui ils ont fondé l'empire du Galtorin, mais également les premiers alliés historiques des humains et ennemis jurés des elfes noirs. Les sylves se disloquaient dans la marche à suivre. Quel camp choisir? Comment unifier les peuples contre un adversaire commun? Les archidruides contrôlaient d'une certaine manière les cours voisines grâce à leurs ambassades et leurs conseillers, mais depuis l'arrivée des mages du Zikar, leur influence diminue et les intérêts des uns font les conflits des autres.
Cette période est donc effectivement l'une des plus terribles qu'ait connue l'ensemble de la Lurbarie de toute son histoire. L'accroissement de la population nécessite de nouvelles terres. Le peuple de Razdrovik est déplacé. Les colons du sud sont de plus en plus nombreux et pourraient à leur tour bousculer l'équilibre régional et peut-être même former une nouvelle nation. Les Icarites sont en concurrence avec les druides, eux-mêmes pris entre deux alliances entre les humains et les nains. Ces derniers voient leurs frontières et leur histoire bafouée par les Icoltoniens qui souhaitent la réunification de leur peuple en un grand royaume nordique pour combattre les elfes noirs, qui, rappelons-le, ont toute légitimité sur Razdrovik, autrefois Orosboros, leur propre cité. Un grand historien d'Ipstock a résumé la situation en ces termes. Franchement, c'est le bordel. C'est dans ce contexte que débuteront les aventures en Lurbarie. À vous, maîtres et maîtresses de jeu, d'imaginer la suite de l'histoire. Ce monde se présente à vous en l'an 204, après la chute du Galtorine. J'imagine que ça doit pas être évident de tout suivre. Des précisions s'imposent, et je continuerai de faire des vidéos, car j'ai encore beaucoup de choses à dire sur l'univers Nedgast. Vous regarderez une nouvelle fois ces premières vidéos plus tard, et j'ai mis en description de chaque vidéo un repère chronologique pour vous aider. J'espère vous proposer un PDF dans le futur. Quand je me dis qu'il ne s'agit que de la Lurbarie et qu'il existe une douzaine d'autres régions sur Azios, qui elle-même n'est qu'un monde dans la centaine de l'univers de Nedgast, bon en tout cas je le fais avec plaisir et c'est une véritable aventure en soi d'écrire et de vous présenter tout cela. Je sais que je ne l'ai jamais demandé, mais si cet univers vous plaît, si vous aimez mon travail, merci de laisser un pouce bleu. En dehors des retours de la communauté, c'est le seul moyen de m'encourager. J'envisage la création d'un Discord et si l'idée vous plaît, faites-moi le savoir. La chaîne va grandir en même temps que l'univers, alors partagez s'il vous plaît. Je vous remercie et à bientôt sur Nedgast. Aujourd'hui est un grand jour, nous partons en voyage. Embrasse tes amours et rejoins ton équipage. Sur le pont du navire, agite ton chiffon. Garde bien ce souvenir, qui sait si nous reviendrons. Nous allons mettre les voiles et rejoindre les étoiles. L'astrobarge, ce symbole, prend le large et puis s'envole. Hissez les voiles solaires que nous pousse la lumière. Yo ho mes compagnons, nous partons à l'horizon. Nous sommes beaux, nous sommes fiers, autour de Nedgast, à la recherche d'une terre. Cet univers est si vaste. Nous surfons dans le vide, frôlons de nouveaux cieux. Regarde l'astéroïde, que l'espace est merveilleux. Nous allons mettre les voiles et rejoindre les étoiles. L'astrobarge, ce symbole, prend le large et puis s'envole. Hissez les voiles solaires que nous pousse la lumière. Yo ho mes compagnons, nous partons à l'horizon. Aux armes camarades, des pirates nous canardent. La mort attendra ce soir, ensemble garder espoir. J'ai foi en chacun de vous, ce trésor il est à nous. Au poste à vos canons, ce qui vient est un dragon. Nous allons mettre les voiles et rejoindre les étoiles.
L'astrobarge, ce symbole, prend le large et puis s'envole. Hissez les voiles solaires, que nous pousse la lumière. Yo ho mes compagnons, nous partons à l'horizon. À toi ma mère, à toi mon frère, à toi ma sœur, à toi mon père. Nous nous disons au revoir. Je vous promets que ce soir, j'allume la bougie qui veillera cette nuit. Je vous donne ma parole, je refoulerai ce sol. Nous allons mettre les voiles et rejoindre les étoiles. L'astrobarge, ce symbole, prend le large et puis s'envole. Hissez les voiles solaires, que nous pousse la lumière. Yo ho mes compagnons, nous partons à l'horizon. Nous allons mettre les voiles et rejoindre les étoiles. L'astrobarge, ce symbole, prend le large et puis s'envole.